aujourd'hui, on va aborder une thématique qui me tient vraiment super à cœur, c'est de savoir quelle stratégie il faut adopter pour décrocher un job épanouissant. Alors vous allez me dire, pourquoi une stratégie? Parce que tout simplement, en fait, il y a pas mal de stress, hein, vous le savez bien, moi aussi je l'entends tous les jours. Il y a pas mal de stress dans une recherche d'emploi et du coup, lorsque l'on stresse, lorsque l'on manque de temps, avoir une stratégie, c'est super important parce que sans stratégie, il est possible que l'on ne sache pas où on va, il est possible que l'on perde du temps et que quelques mois plus tard, si ça fonctionne pas, si la manière dont vous procédez n'a pas forcément, fonctionné, du coup, le problème, c'est que vous pourriez être vraiment désespéré, très, très stressé et perdre confiance en vous. Donc l'idée, c'est de vous donner une stratégie pour, d'une part, atteindre votre objectif de décrocher un job épanouissant et d'autre part, pour avoir un plan d'action et savoir, comment vous orienter et comment mettre en place les actions les plus efficaces. Alors, vous allez voir, c'est un live qui va être assez dense. Donc, ce que je vous invite à faire dès à présent, c'est que si vous avez des questions, vous avez deux manières de faire. Vous pouvez les poser dans le chat, bien évidemment. Mais je devine déjà que je ne vais pas forcément avoir le temps de répondre à toutes les questions. Donc, gardez vos questions pour la fin. Comme ça, comme je vais peut-être avoir du mal à la fois à faire ma présentation et à la fois à répondre à vos questions, je vous invite vraiment à la garder pour la fin, au moment des questions-réponses. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Vous allez sur mon profil, il y a mon mail qui est indiqué dans le profil. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par mail. Sur LinkedIn, en message privé, je répondrai à tout le monde. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à le faire parce que je suis là pour ça. Et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, j'en serais vraiment très, très heureuse. Donc, revenons à nos moutons. Donc, quelle stratégie pour un job épanouissant? Alors, selon moi, en tout cas, ça se passe en trois étapes, en fait. Donc, la première étape, c'est déjà de clarifier votre projet professionnel. Clarifier votre projet professionnel, vous allez me dire, est-ce que ça vient systématiquement dans toutes les recherches d'emploi? Moi, j'ai tendance à penser que oui, pour une raison simple. C'est parce que quand on est en recherche d'emploi, quand on est à la croisée des chemins, en particulier si on n'est pas satisfait de sa vie professionnelle, on a tendance à rêver d'une baguette magique qui nous permettrait d'avoir un job plus épanouissant. Donc moi, je vais vous donner deux méthodes que j'ai identifiées pour vous diriger vers ce poste en fait qui peut vous épanouir. La première méthode, c'est de partir, disons, on va dire de ce qui vous passionne. Alors attention avec le mot passion, vous allez voir, on va développer ça plus tard, mais c'est déjà de partir. Il y a quelqu'un qui me dit, ah non, quelqu'un qui fait un commentaire pour me dire qu'il faut cliquer sur mon profil. Ok, bon, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire en live pour pas que je parle dans le vide, accessoirement. Donc je disais, la première méthode, c'est de partir de ce qui vous passionne. Donc, la première étape, je dirais, enfin, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment de vous poser des questions de manière totalement libre, sans vous brider ni vous limiter, ne vous auto-censurez pas. La première étape, c'est de partir donc de ce que vous ne voulez plus. Ensuite, de vous poser des questions de ce que vous voulez, de ce qui vous motive, quelles sont vos valeurs, dans quel type d'entreprise aussi vous imaginez être plus épanoui, c'est-à-dire donc, ça pourrait être un grand groupe, une PME, une start-up. Donc, vous voyez, cette première étape que j'aborde très rapidement, il s'agit de se poser des questions de manière totalement libre. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça c'est mon astuce personnelle, ce serait de vous demander en fait en quoi est-ce que vous souhaitez être meilleur. Alors vous allez me dire, je ne veux pas forcément être meilleur, moi je veux juste avoir un job plus épanouissant, mais vous allez voir, je vais préciser ma pensée. En quoi je veux être meilleur, ça veut dire en fait, est-ce que vous souhaitez être un meilleur professionnel? C'est-à-dire, est-ce que tout simplement, si vous identifiez que vous voulez être un meilleur professionnel, il va falloir vous diriger vers des entreprises qui vont vous permettre de développer tout votre potentiel, qui va vous permettre de continuer à apprendre. Ensuite, par exemple, est-ce que vous ne voudriez pas être un meilleur parent ou un meilleur citoyen? Vous allez me dire quel est le rapport. Mais le rapport, c'est que, ou bien même un meilleur sportif, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Si vous voulez être un meilleur parent, un meilleur citoyen, un meilleur sportif, si c'est ce qui vous tient vraiment à cœur, dirigez-vous vers des entreprises qui vont vous permettre d'avoir un équilibre pro et perso, disons, favorable pour avoir des activités telles qu'un engagement citoyen, pour faire plus de sport, ce qui est des activités qui vous présentent des activités sur le lieu même du travail. Et quand je disais un meilleur parent, c'est tout simplement peut-être avoir plus de temps pour vous, pour vos proches. Et donc, tous ces paramètres-là, j'ai envie de vous dire,
on n'est pas dans un monde idéal, mais il faut pas avoir le travers inverse aussi de toujours s'auto-limiter et de penser que tout est forcément sombre. Moi, je connais des candidats ou des gens en poste qui sont très, très heureux dans leur poste. Donc, ne vous désespérez pas. Il y a des entreprises et des DRH qui font des choses très bien. Ne pensez pas toujours que tout va mal parce que vous avez une mauvaise expérience. Ça existe encore. Les jobs épanouissants existent, croyez-moi. Tous les jours, il y a je recrute même des candidats sur des postes où ils sont vraiment épanouis après. Donc, ne vous désespérez pas, ne faites pas de généralité parce que vous avez une mauvaise expérience récemment. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Donc si je continue dans mon cheminement sur le fait d'être une meilleure personne, on va dire, comme je disais, donc est-ce que vous voulez être un meilleur partenaire de vie, tout simplement, c'est-à-dire un poste où vous êtes peut-être moins stressé au travail, avec moins d'enjeux, moins de pression, ce qui fait que quand vous rentrez chez vous, ben, vous êtes plus agréable avec vos proches, votre partenaire, et ça vous fait une vie plus heureuse aussi, tout simplement. Ça peut sembler un petit peu abstrait ce que je dis, mais en réalité, on sait bien que c'est très, très… Les frontières entre le pro et le perso sont très, très, très poreuses, et que, évidemment, la plupart des gens que je connais, il y a beaucoup de candidats que j'accompagne qui sont des personnes qui sont très, très stressées dans leur travail et qui veulent absolument avoir une vie plus qualitative, en fait, à la maison. Donc, ça, c'était une façon de vous poser les questions sous un angle un peu nouveau. Vous pouvez aussi vous poser la question d'une autre façon, en vous disant, non pas « est-ce que je veux être quelqu'un de meilleur ?» entre guillemets, mais est-ce que je ne veux pas avoir quelque chose de meilleur? Ça peut être tout simplement une meilleure rémunération, parce que ça pourrait commencer par là. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller comparer les salaires sur Google. Vous allez faire des recherches sur Google pour voir quel est le marché de l'emploi, quels sont les salaires qui sont attrayants pour vous, qui correspondent à ce que vous voulez, qui correspondent surtout à vos compétences. Envoyez-moi par des messages sur LinkedIn plus tard, je pourrais vous donner une liste de sites qui peuvent, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de sites qui vous permettront de comparer tous les salaires que vous pourriez avoir en fonction de votre métier. Est-ce que vous voulez avoir, par exemple, une meilleure reconnaissance? Donc aussi également, aller voir une meilleure reconnaissance, ça veut dire un boss tout simplement, ou une entreprise qui reconnaît votre valeur et qui est bienveillante et qui valorise ses collaborateurs. Pour ça, allez voir sur LinkedIn, par exemple, un certain nombre, il y a des indicateurs faibles de ça, plus ou moins faibles. Allez sur LinkedIn voir ce que les dirigeants disent, ce que les collaborateurs disent. Vous verrez un petit peu le ton de l'entreprise, l'état d'esprit dans lequel les gens sont. Et ça peut vous donner des indicateurs, même si tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux n'est pas forcément conforme à la vie dans l'entreprise. Néanmoins, en fonction de la liberté que les gens ont de s'exprimer, la manière dont les gens vont parler de leur vie au travail, ça peut donner des indicateurs, en tout cas, pour vous orienter et vous donner quelques billes, disons, sur comment ça se passe dans l'entreprise au quotidien. Donc, je disais, si vous cherchez aussi également, vous allez me dire, un meilleur boss, ça, c'est aussi un bon moyen d'être heureux au travail, puisque vous savez, il y a énormément de candidats qui quittent leur poste juste en raison des managers, en fait, et c'est ça qui est assez dramatique d'ailleurs, d'où l'intérêt d'avoir des formations pour les managers. Donc, je disais, il y a des personnes qui quittent leur métier leur poste, pardon, juste pour changer de manager. Donc, si vous cherchez un meilleur boss, c'est pareil. Allez enquêter en sous-marin sur LinkedIn pour voir un petit peu le profil de vos futurs N+1, de vos futurs, comment dire ça, de vos futurs employeurs. Allez demander dans votre réseau si on connaît cette entreprise, qui s'y passe, etc. Allez voir sur Glassdoor également. Là, je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui me dit dans le chat qu'il y a aussi des très bonnes informations sur l'APEC. Effectivement, tout à fait, sur Glassdoor et l'APEC, il y a beaucoup d'informations qui pourraient vous être utiles, tout à fait. Donc, par ailleurs, si vous cherchez donc aussi à avoir un meilleur avenir, tout simplement, ça peut être ça, en fait, votre préoccupation, c'est-à-dire de vous dire, est-ce que moi, je veux une entreprise qui soit stable, en fait. Donc, soyez curieux, allez lire la presse de votre secteur, allez voir ce qui se passe pour la santé de l'entreprise, allez voir ce qui se passe autour de cette entreprise-là. Ça peut vous donner des indications sur ce qui se passe dans le monde, sur le marché de l'emploi, sur l'avenir de cette entreprise, si elle est pérenne, si elle a les reins solides financièrement. Et ça vous permettra d'être plus détendu aussi par rapport à votre avenir, en fait, et l'avenir de l'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous voulez avoir des meilleurs collègues, encore une fois, LinkedIn, c'est un bon endroit pour ça. Allez voir un petit peu si simplement les collègues entre eux se valorisent, se mettent en avant. Allez voir ce qui se passe un peu entre les collègues entre eux pour voir s'il y a une bonne ambiance. Et vous allez voir que ça peut vraiment, ça peut vous donner un indicateur de ce qui se passe, en tout cas de l'état d'esprit maison, quoi.
Donc, une fois que vous avez posé toutes ces questions, moi, je vous invite à remplir un tableau. En fait, vous inscrivez vous inscrivez toutes ces questions que vous vous êtes posées et ça vous permet d'avoir une sorte de portrait robot d'un poste que j'appelle le poste GLAD, comme par hasard. Donc, le poste GLAD, alors GLAD, c'est G comme goût, donc ce que vous aimez faire, ce qui vous apporte de la satisfaction au quotidien. Donc, en fait, dans cette partie-là, il faut vraiment recenser tout ce que vous aimez faire au travail ou ailleurs. Voilà. GLAD, donc elle, comme liberté. Moi, ce que j'aime vraiment dire et ce que je remarque au quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses au travail parce qu'elles n'ont pas assez de liberté. Alors, vous allez me dire, on est là pour travailler, pas forcément pour faire n'importe quoi. Et c'est pas ça le propos que je veux avoir. C'est pour dire qu'avoir la liberté de voir ses enfants, de voir ses proches, d'avoir du temps pour soi, d'avoir la possibilité de se développer, d'apprendre encore et encore. Et donc, cette possibilité-là, en fait, cette liberté-là, elle fait que quand vous avez la liberté de vous développer, d'évoluer et de vous épanouir, tout simplement, c'est vraiment extrêmement important. Donc, pensez bien par rapport à toutes vos questions que je vous disais auparavant, de vous dire qu'est-ce qui fait que je vais vraiment avoir la liberté d'être complètement moi-même et de me développer au maximum de mon potentiel. Donc, dans la suite du GLAD, il y a le A, qui est donc A comme argent. Donc, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir tout simplement la rémunération que vous souhaitez. Quand je parle de ça, je veux dire par là qu'il faut avoir bien à l'esprit que la rémunération, c'est tout simplement, en fait, ce pour le quoi on vous paye en fonction de vos savoir-faire et vos savoir-être. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, malheureusement, on a un souhait de rémunération qui est par rapport à nos besoins dans la vie. Et malheureusement, en fait, on a en tant que candidat une valeur sur le marché qui dépend de nos compétences. Et malheureusement, en fait, on est un petit peu contraint d'être comme sur un marché, en fait, d'échanger nos compétences en contrepartie d'une rémunération. Donc, n'oubliez jamais que la personne qui est en face de vous, elle a un besoin, c'est donc un recruteur ou une entreprise, et qu'ils ont vraiment ce souci-là d'avoir que ce soit gagnant-gagnant. Donc, par rapport à ce souhait de rémunération, encore une fois, développez vos compétences, allez voir par rapport aux compétences que vous avez ou celles que vous pouvez transférer dans un autre poste, allez voir comment c'est transférable d'un poste à un autre si vous reconvertissez. Allez voir en fait sur le marché combien sont évaluées ces compétences. Encore une fois, je vous envoie des outils pour ça par message. N'hésitez pas à le faire. Et enfin, le D de GLAD, je dirais, c'est le don. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez gratuitement si vous gagnez au loto demain? Alors, vous allez me dire peut-être que vous allez partir à Ibiza et puis arrêter de chercher un travail. En tout cas, quand on est vraiment bien dans son poste, on peut quand même s'imaginer d'une manière de près ou de loin, même à titre bénévole, faire ce qu'on aime faire au quotidien, vous voyez. Et donc, c'est un bon indicateur aussi de savoir qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui fait que vous allez vraiment être heureux dans votre vie et qui fait que si ça peut se traduire dans votre métier, mais foncez, parce qu'en fait, il y a toujours un moyen de faire concorder ses intérêts, ses compétences et le marché de l'emploi. On a vraiment de la chance aujourd'hui, il y en a beaucoup de visibilité sur ce qui se passe. Il faut être curieux, il faut être agile et vraiment, il y a des possibilités pour chacun d'avoir sa place, de trouver sa place et de s'épanouir à un moment ou à un autre de sa carrière. Et donc justement, pour finir juste avec cette histoire du don, en fait, c'est là où le sens et l'impact ont vraiment leur intérêt. Là, je vois Magali Morel qui me dit qu'il y a aussi le site Job That Makes Sense aussi, qui est très intéressant. Effectivement, c'est aussi un site très intéressant qui permet d'avoir des jobs à impact. Donc ça, c'est vraiment un super conseil, merci. Et donc, tout ce que je vous dis là, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément, je vais y arriver, c'est pas forcément facile de si vous voulez faire ce travail-là tout seul. Donc, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner pour ça et qui sont vraiment très, très bien. J'en connais plein, parmi mes proches et sur LinkedIn, c'est facile d'en trouver. Donc, trouvez la personne qui vous inspire, en qui vous avez confiance et qui vous comprend. Et vous allez voir, ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc, ça, c'était la première méthode. Et pardon, je parle très, très vite parce que j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. Donc, la première méthode, c'était de partir de ce qui vous passionne, de ce qui vous intéresse. Et alors, il y a une deuxième méthode dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est de partir du marché de l'emploi. Alors, ça s'appelle, moi j'appelle ça l'approche par la compétence, c'est-à-dire que on peut trouver du plaisir à son travail grâce à une pratique excellente de ce que l'on fait. Alors, ce que je viens de dire là, c'est pas forcément moi
qu'il ait inventé, en fait. C'est tout simplement Cal Newport qui a écrit un livre. Ben, je voulais même amener pour que vous voyez de quoi il s'agit. Regardez, vous voyez, c'est So Good They Can't Ignore You. Dans ce livre, Cal Newport, qui est lui-même un professeur de l'université de Georgetown, il a présenté l'argument, en fait, que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, à savoir il faut aller chercher sa passion pour être heureux, lui, il dit que c'est une erreur de faire ça, en fait. Il dit que l'erreur, c'est de se concentrer sur ses passions. À la place, il dit qu'il vaut mieux identifier des compétences qui ont de la valeur sur le marché et devenir un expert dans ces compétences. Et donc, en tant qu'expert irremplaçable, non seulement vous bénéficierez de plus d'autonomie, de liberté dans votre travail, mais en plus, vous aurez la satisfaction profonde de pratiquer une compétence à un niveau élevé. Et du coup, vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, bah, c'est un petit peu nouveau, enfin, c'est pas connu de tous en tout cas. Et en fait, cette approche-là, elle est non seulement durable sur le marché de l'emploi parce que ça vous permet d'être employable, on va dire, mais en plus, effectivement, il peut y avoir comment dire ça, un gain de facilité pour trouver un job épanouissant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, comme son nom l'indique, donc vous devenez tellement bon qu'on ne peut plus vous ignorer, qu'en fait, ce sont les recruteurs qui vont venir à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être chassé. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important de le savoir parce qu'en fait, vous ne serez plus dans une position de demandeur de poste, mais plutôt de personnes qui allaient être chassées par le recruteur et qui allaient être courtisées, on va dire, parce que vous avez d'excellentes compétences. Et du coup, donc finalement, comme je disais, suivre ses passions, ce n'est pas forcément la meilleure façon de voir les choses. Ce qui compte, c'est plus d'avoir un capital carrière et du coup, ça vous permet de réussir et de gagner en contrôle aussi sur votre vie. C'est-à-dire que finalement, ça peut sembler basique et ça fait un petit peu les conseils que nos parents pouvaient nous donner en fait, mais finalement, c'est vrai que les compétences et le travail bien fait sont des clés pour réussir. Vous voyez, c'est vrai qu'on a tendance moi je reviens toujours à ces fondamentaux-là, malgré tout, on a quand même, si on a des compétences rares et recherchées, bah ça offre tout simplement mécaniquement des bonnes opportunités d'avoir un meilleur salaire et une bonne position dans une entreprise. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et alors donc, si on va plus loin, vous allez me dire, mais en fait, ok, alors moi je veux faire comme Cal Newport et j'ai envie de, comment dire ça, j'ai envie d'avancer sur cette voie-là. Ok, moi je vais me développer par les compétences. Donc moi en fait, ce que je peux vous dire, c'est que il y a récemment c'est la rédaction en chef de LinkedIn qui a fait une super étude qui s'appelle Jobs, je vais y arriver, Jobs on the Rise 2023. Et vous pouvez, si vous voulez, si vous la trouvez plus, je peux vous la envoyer par message aussi, toute l'étude. Et en fait, elle indique en fait tous les postes qui sont en tension et surtout qui sont hyper recherchés en 2023. Et en fait, il y a aussi bien des growth marketers que des consultants en développement durable, que des gens qui font de la cybersécurité, que des ingénieurs en fiabilité de site. Regardez bien ce qui vous intéresse. C'est pas forcément exhaustif, mais ça vous donne quand même un top, je ne sais plus combien, 25, je crois, des postes qui sont hyper recherchés et qui vous permettent, vous, soit de vous reconvertir, soit de développer encore plus vos compétences dans ces secteurs-là. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette étude-là. Allez voir aussi, il y a d'autres sites qui existent qui s'appellent Merci Bobby ou bien, par exemple, My Job Classes. Vous pouvez aller voir dessus. Il y a vraiment pas mal de professionnels qui vont donner en fait leur avis sur leur métier en fait, et ça va vous permettre de voir un petit peu dans la réalité du métier ce qui se passe derrière, enfin quels sont les avantages, inconvénients. Renseignez-vous aussi sur les formations si vous n'avez pas toutes les compétences, parce que c'est vrai que au-delà de, comme toujours, je reviens toujours aux fondamentaux, c'est-à-dire que sans ces compétences-là, ça va être difficile d'être épanoui parce que vous serez peut-être toujours dans une situation où vous êtes un petit peu le challenger par rapport aux personnes qui ont déjà acquis les compétences. Donc, n'hésitez pas à vous former, enfin toute la vie d'ailleurs, c'est valable pour toute la vie et pour nous tous d'ailleurs. N'hésitez pas à vous former, soyez curieux, allez enquêter sur ces compétences rares et précieuses qui feront que les recruteurs dérouleront vraiment le tapis rouge pour vous, enfin devant vos pieds, quoi. Donc voilà, ça c'était pour ce qui concernait selon moi la première étape qui consiste donc à clarifier son projet professionnel. Alors ce travail-là, il peut prendre plus ou moins de temps. Je vous dis, il y a des gens qui ne font que cet accompagnement-là auquel vous vous adressez. Moi, je le fais aussi pour les personnes que j'accompagne, mais bon, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent le faire tout aussi bien.
Donc ça, c'était donc tout simplement pour la première, la première partie de ce chemin qui va vous permettre de décrocher un job épanouissant. La deuxième étape, et là, elle est vraiment, comment dire, plus, elle est valable dans toutes les situations, c'est tout simplement de savoir comment vous allez décrocher plus d'entretiens. Parce qu'une fois que vous avez identifié votre job qui est GLAD, on va dire, là, il va falloir savoir comment on va décrocher plus d'entretiens. Et pour décrocher plus d'entretiens, en fait, déjà, il faut être sûr par rapport à ce que vous avez établi comme étant votre projet professionnel idéal. Il va falloir postuler au bon endroit. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu être, comment dire, observer en fait ce qui se passe. Par exemple, ne serait-ce que dans l'annonce. Si vous répondez à une offre, regardez un peu le ton de l'annonce. Allez lire aussi sur les articles LinkedIn ce que racontent encore une fois, toujours la même chose, faites de l'enquête de la veille même, en sous-marin, pour voir ce que disent les dirigeants, ce que disent les collaborateurs, combien les personnes restent en poste aussi. Observez un petit peu le turnover ou pas qu'il y a dans certaines entreprises. Ça peut vous donner des indicateurs de la bonne santé de l'entreprise, de la bonne ambiance qui y règne. Alors, on est d'accord que ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que c'est comme dans la vie, quand on postule quelque part, on ne peut pas avoir de garantie à 100% que tout va être parfait. Parce qu'entre ça demande du temps en fait de connaître les gens et les entreprises. Et c'est la personne qui va vous dire, il y a une baguette magique qui va vous donner le poste idéal de rêve et tout, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce que la vie fait que, en réalité, on peut chercher à s'orienter, augmenter ses compétences pour apprendre à mieux s'orienter, mieux se valoriser. Mais il y a toujours une part d'imprévu dans la vie et c'est ça qui fait aussi le sel de la vie, qui fait que on a parfois des surprises en fait. Donc voilà, c'est pour vous dire que les gens qui vont vous promettre de trouver le job idéal en un claquement de doigts, on peut vous aider, on peut vous orienter, on peut vous faire gagner en compétences pour mieux communiquer avec vous-même et avec les autres, mais faites attention aux vendeurs de rêves en fait, tout simplement. Donc je reviens en fait de décrocher plus d'entretiens. Donc pour décrocher plus d'entretiens, il faut bien comprendre une chose. Et ça vraiment, c'est la recruteuse qui parle là pour le coup. C'est que moi, je comprends que vous, en tant que candidat, vous êtes en tension de trouver un poste et vous avez le problème suivant qui est de trouver un emploi, de trouver un nouveau challenge. N'oubliez pas que le recruteur aussi, il a un problème en fait, contrairement à ce qu'on imagine. Il n'est pas là juste pour, en position haute et vous seriez le seul à avoir un problème. Le recruteur, lui aussi, a un problème et c'est vous la solution, vraiment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un recruteur, vous avez peur quand vous allez en entretien, vous avez peur de ne pas trouver un emploi, vous êtes stressé. Mais nous, les recruteurs, on a aussi peur. Et on a peur de quoi? En fait, on a peur de plusieurs choses. On a peur de perdre notre temps, on a peur de nous tromper, on a peur de perdre de l'argent et on a peur de perdre notre réputation. Donc, j'explique un petit peu rapidement. Perdre du temps, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien rencontrer des candidats, lui faire passer un entretien et en fait, on va prendre connaissance de candidatures qui ne sont pas du tout adaptées au poste. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail qu'on demande souvent aux candidats d'affiner des lettres de motivation, des CV, etc., ce n'est pas simplement par cruauté, juste pour faire perdre du temps aux gens. C'est que vraiment, le temps passé à qualifier en fait des candidatures, c'est un temps qui est utile et qui peut être passé à intégrer mieux, par exemple, d'autres candidats. Et du coup, c'est très important de considérer que vous n'avez pas envie de perdre de temps, comme le recruteur n'a pas envie de perdre de temps. Donc, si vous voulez résoudre ce problème-là du recruteur, il faut lui apporter sur un plateau, comme je dis souvent, les informations dont il a besoin pour qu'il puisse rapidement prendre connaissance de votre valeur ajoutée, en fait. Par ailleurs, il a peur de se tromper, il a peur de faire une erreur, en fait, et si vous voulez, de pousser un candidat qui finalement ne sera pas heureux en poste et qui va finalement partir. Donc, il a peur de se tromper, il a peur de perdre de l'argent. Par exemple, les recruteurs indépendants, lorsqu'ils ne font pas leur recrutement, ne sont pas payés. Sachez-le en tant que candidat que en fait, le recruteur aussi, il a intérêt à ce que vous aussi, vous soyez recruté, que ça se passe bien. Et enfin, ils ont peur de perdre leur réputation parce que si on fait de mauvais recrutements, finalement, la valeur du recruteur et du coup diminue, si on peut dire la valeur perçue et la valeur en tant que professionnel. Donc, sachez que nous aussi, en tant que recruteurs, on a aussi des problématiques aussi et des peurs et des problématiques à résoudre. Donc, vous, en tant que candidat, quel est le rapport avec vous? En quoi ça vous concerne? Ça vous concerne parce que votre boulot à vous, je dirais même votre unique boulot de candidat, et retenez ça parce que vraiment, je trouve que c'est simplissime, mais il faut bien le savoir,
c'est de rassurer le recruteur. Tout votre boulot à vous, du début à la fin, c'est de rassurer le recruteur d'entrée de jeu avant même qu'il vous rencontre en entretien. Alors, vous allez me dire, OK, bah super, Gladys, et comment on fait ça? Comment on rassure le recruteur? Alors déjà, ne faites pas le touriste, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire que avoir un projet professionnel clair, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous évite de postuler au hasard et sans réelle conviction. Parce que là, il y a un risque pour le recruteur. Il se dit, si vous arrivez, vous n'avez pas l'air convaincu, vous postulez un poste qui n'est pas vraiment, on ne sait pas très bien pourquoi vous êtes là. Le problème de ça, c'est que le recruteur va se dire, mais moi, je ne vais même pas le prendre en entretien, cette personne-là, parce que, en fait, il va sans doute partir parce qu'il n'est pas vraiment là au bon endroit. Il ne sait même pas trop pourquoi il est là. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que le recruteur ne va pas être rassuré sur le fait que vous auriez envie de rester et sur le fait que vous êtes la bonne personne pour le poste. Donc, pour rassurer le recruteur, vous avez, je dirais, quelques outils, 3 armes fatales, on va dire, 3 outils qui pourraient donner envie de vous faire passer un entretien. Déjà, votre CV. Alors ça, c'est une évidence, vous allez me dire. Mais bon, on n'a pas le temps de voir en détail ce qui fait un bon CV ou pas, mais ça, on peut faire des ateliers dessus si nécessaire. Mais sachez qu'il y a vraiment une astuce ou même un conseil que je peux vous donner unique sur le CV et que trop de candidats oublient, c'est que, comment dire, un CV, si vous voulez, c'est intéressant d'avoir un CV pour prendre connaissance de qui vous êtes, d'avoir des informations sur vous, oui. Mais comme vous savez, le CV, c'est vous qui le faites. Donc, dans tout ce que vous dites, il y a un côté où vous êtes dans l'autoproclamation de vos compétences, l'autoproclamation de ce que vous avez fait, etc. Et ce qui va rassurer le recruteur, c'est de mettre des résultats. Je répète, il faut vraiment mettre des résultats dans un CV. Parce que sans les résultats, nous, on n'est pas sûr que, on ne se rend pas compte quel est votre impact. On ne se rend pas compte si votre valeur ajoutée, quel est le avant-après quand vous venez. Quelle est la valeur que vous apportez dans une entreprise. Et cette valeur-là, elle se manifeste de manière patente, en fait, c'est évident, c'est par les résultats. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos postes des résultats. Alors, ça peut être quantitatif. Ça peut être, je sais pas, ça peut être commercial, hausse de chiffre d'affaires, par exemple, nombre de clients closés, nombre de clients signés, etc. Ça peut être aussi des résultats qualitatifs. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du quantitatif, ça peut être mise en place d'une nouvelle organisation, optimisation du temps passé dans les process, je ne sais pas, mais vous voyez, ce n'est pas que des résultats quantitatifs. Donc, du qualitatif, on en veut, on en reveut, on en redemande. Donc, ça, c'était l'astuce que je pouvais donner concernant le CV. Concernant la lettre de motivation, ça, c'est une de vos armes fatales aussi. Alors, je sais que ça saoule tout le monde de faire des lettres de motivation. Si ça peut vous consoler, ce que je vais vous dire, sachez qu'une lettre de motivation, alors, c'est fastidieux à faire, c'est vrai. Après, peut-être que vous pourriez le considérer comme un entraînement à votre entretien d'embauche, c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que c'est un entraînement, parce qu'en fait, je vais vous donner un gros spoiler là, la lettre de motivation, c'est pas une lettre de motivation en fait. Une lettre de motivation, en fait, c'est une lettre de démonstration. C'est comme ça qu'il faudrait appeler ça, une lettre de démonstration. Et en fait, on a de la chance, c'est qu'il y a vraiment un gros big boss de la démonstration qui est né il y a 2400 ans et qui s'appelle Aristote. Et en fait, dans son livre qui s'appelle La Logique, et là, vous allez voir que vous allez me dire, mais de quoi elle me parle, Gladys? Elle me parle d'Aristote maintenant. Mais vous allez voir que vous avez tous vu ça à un moment ou à un autre dans votre vie. Est-ce que vous vous rappelez en 5e que quand vous étiez en train de faire des démonstrations mathématiques, il y avait vraiment un raisonnement logique. Vous vous rappelez le truc de on sait que, or, donc, c'est QFD? Mais c'est ça une lettre de motivation. Donc, je vous la fais par rapport à une lettre de motivation type. On sait que l'entreprise X ou Y recherche un professionnel qui a fait telle ou telle chose, a telle ou telle problématique, rencontre tel ou tel enjeu. Or, je suis la bonne personne parce que j'ai telle compétence, j'ai tel parcours, j'ai obtenu tel résultat, j'ai tel savoir-être et telle qualité. Je suis motivée par tel ou tel secteur, j'aime ces missions-là, j'ai envie de me développer pour ça, j'aime cette culture d'entreprise-là, j'ai déjà réalisé ces mêmes résultats ailleurs. Donc, une collaboration est possible entre nous et serait tout à fait fructueuse. Vous voyez, c'est QFD en fait. Donc, n'oubliez pas que la lettre de motivation, ce n'est pas pour dire à quel point vous êtes motivé. C'est vraiment pour, encore une fois, rassurer le recruteur sur le fait que vous avez des arguments à apporter pour justifier que c'est vous qu'il faut choisir et pas un autre. Donc, ça, c'était la deuxième arme fatale. Après le CV et la lettre de motivation, vous avez aussi votre profil LinkedIn. Alors, je sais que le profil LinkedIn,
bon, il y en a qui sont très experts de ça, ils le font naturellement. Mais il y a beaucoup de personnes encore qui n'osent pas, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même un outil gratuit qui est là pour tous, où vous pouvez quand même mettre, moi j'appelle ça la boutique. Le profil LinkedIn, c'est votre boutique. Donc soyons clairs, vous voyez, quand vous voyez une boutique complètement délabrée, vous n'allez pas rentrer dans la boutique. Et bien là, c'est pareil. Le profil LinkedIn, c'est votre vitrine, c'est votre boutique. Donc au minimum, il faut vraiment que votre profil LinkedIn reflète votre parcours, vous mettre en valeur, explique très rapidement quelle est votre proposition de valeur unique et ce qui fait qu'on va vous recruter vous plutôt qu'un autre. Donc, vous voyez, prenez le temps de le faire et notamment parce que nous, les recruteurs, on fait aussi autre chose, c'est qu'on a tendance, quand on reçoit un CV, enfin, tous mes amis recruteurs le font, enfin, sauf erreur de ma part, ils vont aller voir sur LinkedIn quel est le profil de la personne. Pourquoi? Parce qu'un CV, c'est assez réduit, on ne peut pas tout dire. Donc, en fait, on va peut-être voir le profil LinkedIn pour voir s'il n'y a pas des informations complémentaires, si les choses sont concordantes, si on ne va pas découvrir d'autres choses que la personne a publiées ou, je sais pas, un centre d'intérêt qu'elle aurait. Et du coup, ne doutez pas une seconde que tous 100% des recruteurs sont sur LinkedIn et vont voir votre profil LinkedIn. Donc, dans votre stratégie pour décrocher un job épanouissant, si jamais vous mettez toute votre attention sur la lettre de motivation et le CV et vous délaissez votre profil, le problème de ça, c'est que dans le côté élan naturel où on va aller vers vous, paf, il y aura un moment, tac, ça va se casser et on va se dire, mais ouf, c'est bizarre, dans son profil, il a l'air un petit peu de ne pas dire la même chose que dans son CV. Ou, dans son, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dans sa photo de profil LinkedIn, il a une photo, on dirait qu'il est à la plage. Et je ne sais pas s'il s'est bien rendu compte que le LinkedIn, c'était quand même aussi un lieu professionnel, enfin une plateforme professionnelle, quoi. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut dire encore sur LinkedIn, mais sachez que ça, le profil LinkedIn, au minimum, c'est ce que vous devez faire. C'est votre boulot de faire ça, d'avoir une boutique attrayante où on a envie d'aller et on a envie de vous contacter. Et ensuite, une fois que vous avez ces outils-là, par quel canal vous allez contacter les recruteurs? Déjà, tout simplement en postulant par des offres, ça c'est le b.a.-ba, mais je le redis parce qu'en fait, un autre point aussi, postuler à des offres pour lesquelles vous êtes compétent et pour lesquelles vous pensez pouvoir être le bon candidat. Je dis ça parce que étonnamment, je vous assure, je reçois parfois des candidatures de personnes qui ne sont pas du tout, mais pas du tout, de près ou de loin, adaptées au poste, quoi. Et je vous dis ça parce que si vous le faites pour vous rassurer, je comprends, hein, parce que la recherche d'emploi, c'est stressant, mais ne faites pas ça pour vous-même parce que ça va vous faire perdre du temps. Ne postulez pas de manière automatique sans regarder ce qui se passe parce que, en face, je veux dire, parce que vous allez perdre du temps, vous allez recevoir que des noms ou des silences et après, vous allez être désespéré parce que vous allez vous dire personne ne veut me recruter. Alors que peut-être que il faut parfois prendre un peu plus de temps, même si c'est stressant de se dire je passe ce temps-là à faire ça, et accepter de mieux cibler, on va dire, les entreprises auxquelles vous postulez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc vous pouvez aller donc pour postuler à des offres en ligne, aller sur les job boards classiques, genre Indeed par exemple, ou enfin il y en a plein d'autres. C'est pas ce qui manque aujourd'hui, les job boards ou les offres d'emploi aussi sur LinkedIn, vous pouvez y aller. C'est plutôt bien fait. En plus, je te donne un petit hack. Si vous voyez des offres d'emploi qui sont publiées sur LinkedIn, il y a parfois le contact de la personne, donc le recruteur ou du N+1 qui va être indiqué sur l'offre. Bon, n'hésitez pas après à le contacter derrière. Peut-être que tout le monde va me détester que je dise ça, mais si, il faut contacter les gens aussi en plus de postuler via la plateforme pour pouvoir avoir un contact avec la personne et se démarquer davantage. Le deuxième canal par lequel vous pouvez contacter un recruteur de près ou de loin, c'est votre réseau. Donc, votre réseau, c'est-à-dire vos proches, votre cercle professionnel. Faites savoir que vous cherchez un nouvel emploi. Moi, je dirais que s'il y a bien une plateforme démocratique et utile pour tous et qu'on peut tous utiliser, quel que soit notre niveau social, notre origine sociale, qui on est, c'est LinkedIn. Et je le dis vraiment sincèrement parce que moi, à mon époque, quand je postulais, il fallait déposer des CV. Alors, vous allez me dire, quand je dis ça, on dirait que je suis un dinosaure, mais il fallait postuler, déposer des CV à la mano ou par la poste, en fait. Et là, vous vous rendez compte que vous avez accès à tout le monde, tous les CEO du monde, toutes les N+1 du monde possible, tous les DRH du monde, ils sont là, en fait. Alors, vous allez me dire, OK, mais ce n'est pas parce qu'ils sont là que moi, je vais les contacter, peut-être que je vais les déranger. Je vous assure que vraiment, les gens qui sont sur LinkedIn sont là pour être contactés. Et au pire, ils ne vous répondent pas, c'est pas grave. C'est pas grave.
mais vous avez tenté, quoi. Vous voyez, il faut le faire quand même. Parce que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Donc là, vous voyez, vous avez la chance d'avoir le nom des gens qui sont en charge de ces postes-là. Vraiment, faites-le. Ne vous dites pas, même si vous recevez sans silence ou sans nom, allez chercher le 101e. Allez chercher le oui. Et ne vous désespérez pas. Parce que vraiment, il y a une place pour chacun, en fait. Il y a une place pour chacun, un poste qui va vous convenir. Et il faut, c'est vrai, faire preuve de beaucoup de détermination. Et il faut vraiment faire preuve de courage, c'est vrai. Mais ne vous désespérez pas parce que avec les bons outils, les bonnes méthodes, vous pourriez gagner du temps et finalement trouver ce qui vous va bien et commencer une nouvelle vie finalement. Donc, je reviens à cette histoire de réseau. Bien sûr, donc il y a LinkedIn, il y a aussi donc invitez au minimum 5 personnes par jour sur LinkedIn de votre secteur d'activité. Faites-le, que vous, même si vous ne cherchez pas de poste d'ailleurs, faites-le quand même, parce que ça va faire accroître votre réseau et tôt ou tard, ça pourrait vous être utile. Allez dans des salons, des journées portes ouvertes, des événements. Vraiment, soyez ouverts d'esprit, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. Soyez disponibles pour les nouvelles opportunités. Et alors, un truc super important que presque, enfin, c'est pas que presque personne ne fait, c'est pas que les gens ne le font pas, mais je constate quand je le donne comme conseil que tout le monde ne le fait pas en tout cas. C'est que sur LinkedIn, mais faites des candidatures spontanées, quoi. Je dis ça parce que LinkedIn, encore une fois, c'est fait pour ça. C'est-à-dire vous pouvez contacter qui en candidature spontanée? Vous pouvez contacter des DRH, vous pouvez contacter des N+1. Imaginons que vous êtes sales, par exemple, mais allez contacter le head of sales directement de l'entreprise. Vous allez me dire, OK, mais après, ils vont me dire d'aller voir le DRH. Oui, mais parfois, il s'avère qu'il y a des postes qui ne sont pas ouverts encore ou qui ne sont pas encore connus des DRH parce que c'est pas encore, on ne leur a pas encore transmis l'information. Mais les opérationnels, eux, le savent. Donc, allez les contacter, ça vous fera du réseau en plus, ça vous permettra de vous faire différencier auprès d'eux. Et peut-être que ça sera eux la porte d'entrée parce qu'il n'y aura peut-être pas de poste qui sera publié à ce moment-là. Donc, allez contacter ces N+1 potentiels. Et je vous donne juste un petit process pour le faire de manière efficace. Vous faites un message 1, vous invitez la personne. Message 2, vous le remerciez d'avoir accepté votre invitation. Message 3, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, enfin votre lettre de démonstration ciblée. Message 4, vous relancez une semaine plus tard si vous n'ont pas répondu. Message 5, vous relancez encore une semaine si vous n'avez pas répondu. Vous allez me dire, waouh, mais ça c'est super chronophage, moi j'ai pas le temps de faire ça et tout ça. En fait, je peux vous donner des techniques aussi pour automatiser tout ça et pour accélérer votre process si vous voulez. Enfin, n'hésitez pas à me demander en message, je vous expliquerai comment faire et je vais me créer une formation pour ça s'il le faut. Mais il y a vraiment des techniques pour pouvoir automatiser ça, mais toujours de manière personnalisée pour pas que ça devienne, on veut pas de robots, quoi. Parce que finalement, les robots, le problème, c'est que même si vous passez la barre, si vous voulez, décrocher un entretien, après, ça sera quand même vous qui serez en entretien. Donc, autant faire les choses de manière personnalisée pour être même sûr que vous êtes à la bonne place et que ce job auquel vous postulez, il va être épanouissant pour vous. Ensuite, je continue mon petit chemin sur par quel canal vous pouvez contacter un recruteur. Donc, vous pouvez le contacter aussi par le site internet des entreprises, évidemment. Vous pouvez aussi contacter donc les cabinets de recrutement, contacter les recruteurs. Je veux dire les recruteurs indépendants ou les cabinets de recrutement, parce que eux, ils sont toujours en recherche de nouveaux candidats. D'ailleurs, si vous allez dans le chat de ce live dont on parle, je suis sûre qu'il y a des recruteurs qui sont là. Allez les contacter, allez les voir, et je suis sûre qu'ils sont là à attendre que vous les contactiez. Ils sont venus faire, pardon de dire, mais ils sont venus faire leur petite tour ici aussi peut-être pour voir quels étaient les candidats intéressants. Donc, n'hésitez pas à les contacter. S'ils sont dans ce live, je ne suis pas sûre que c'est pour décrocher un job plus épanouissant, c'est surtout pour vous recruter, vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Soyez opportuniste un petit peu et osez. Vous allez voir, vous aurez beaucoup plus, peut-être un petit peu de gêne au début, mais après, vous allez voir, ça va être très positif pour vous. Maintenant, une fois que vous avez décroché votre entretien, il va savoir maintenant en 3e étape, pour décrocher ce job épanouissant, il va falloir réussir vos entretiens. Donc, pour réussir vos entretiens, je vais vous donner des conseils qui sont ceux qu'on donne en amont toujours, enfin, qui sont toujours les mêmes généraux, mais je préfère le dire quand même. N'hésitez pas à vous préparer. Vous allez me dire, OK, ça c'est évident, on se prépare bien sûr, mais alors, autant j'ai tendance à dire qu'il faut y aller comme on est, comme on dit, comme chez McDo. Oui, allez-y tel que vous y êtes, c'est-à-dire n'allez pas jouer un rôle, mais à l'inverse, si vous voulez, comment dire, préparez-vous, c'est-à-dire que préparez-vous à donner toute la valeur qui pourrait être intéressante pour un recruteur, vous voyez. N'allez pas, si vous voulez, en vous disant, bon, je suis motivé, ils vont le voir parce que je suis là. Non, ça reste toujours une argumentation.
Vous pouvez être le meilleur candidat du monde, ça restera toujours de l'autoproclamation si vous ne le prouvez pas. Quand on dit le prouver, je répète encore la même chose, c'est pas prouver dans le sens où on aurait des doutes sur vos compétences. C'est qu'en fait, on ne vous connaît pas. C'est pas qu'on se méfie, c'est qu'on ne vous connaît pas. Donc, si vous ne le prouvez pas et vous ne le démontrez pas, encore une fois, et ben, nous, on n'est pas obligé de vous croire, quoi. On ne sait pas si c'est vrai. Donc, nous, on a besoin de résultats, on a besoin de démonstrations. Donc, avant votre entretien, allez faire un petit tour au frais, j'ai envie de dire, si c'est en visio notamment, plutôt que d'être complètement stressé et crispé devant votre écran. Installez bien tout ce qui concerne votre setup, votre installation de matériel et tout. Assurez-vous que tout est OK, que vous êtes bien habillé, même en une visio, habillez-vous correctement. Je le dis parce que parfois, on voit des choses étonnantes. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. Donc, soyez aussi bien apprêtés pour le jour d'entretien que vous le seriez en visio. C'est vraiment important. Et s'il n'y avait qu'une seule s'il n'y a qu'une seule question en fait qu'il faudrait préparer en fait vraiment et à laquelle vous devrez réfléchir, c'est pourquoi vous et pas un autre. Parce que finalement, c'est la seule question qu'on se pose en fait. Pourquoi il faudrait vous choisir vous plutôt qu'un autre? Donc, cette question-là, c'est le pitch que vous devez préparer enfin, contre toute chose. Parce qu'imaginons, vous arrivez en entretien et le recruteur ne vous dit rien d'autre que, par exemple, présentez-vous. Et là, il n'y a pas de question, il n'y a que cette question-là. Donc, la question la plus importante, c'est de réfléchir à pourquoi vous et pas un autre, parce que finalement, ça va vous permettre de rassembler quelles sont vos compétences, votre valeur ajoutée, tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise qui fait que vous serez unique, parce que vous êtes de toute façon unique avec votre propre valeur et que vous pourrez l'amener sur un plateau recruteur. Je voulais aborder aussi un sujet, c'est que souvent, les candidats me disent, en fait, moi, j'ai peur des questions pièges, en fait. Mais en fait, sachez qu'un recruteur ne cherche pas à vous piéger. Alors, vous allez me dire, là, tout le monde va peut-être se hurler en disant, mais si, moi, j'ai une mauvaise expérience, le recruteur cherche à me piéger, on est des gens cruels. Mais le matin, on ne se lève pas en se disant, je vais casser du candidat, quoi. Je veux dire, franchement, enfin, sauf des psychopathes, mais je ne connais pas de recruteurs psychopathes au cours de moi. Et non, mais sérieusement, en fait, on ne se lève pas le matin en se disant, je vais aller casser du candidat aujourd'hui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, si on ne recrute pas, c'est nous qui sommes perdants. Donc, nous, on a envie que ça se passe bien. À la base, on arrive dans l'entretien. Notre rêve ultime, c'est que ça se passe bien et que la personne, elle soit là, motivée avec les bons arguments et qu'on soit enchanté de cet entretien. Vraiment, je vous assure. Nous aussi, on veut que ça se passe bien. Et donc, il n'y a pas de questions pièges. Les questions que vous allez trouver, en fait, c'est juste que soit vous n'avez pas bien préparé, soit vous n'avez pas pris conscience peut-être qu'il y a des grands groupes de questions, en fait, qui sont posées de manière, on va dire, entre guillemets, peut-être aléatoire, dans le sens dans le désordre, mais qui finalement, si on les récapitule, elles se rassemblent toujours finalement autour de questions sur votre personnalité, pour connaître des informations sur votre personnalité, pour savoir, par exemple, si je vous dis parlez-moi de vous, pardon, là c'est pas une question sur votre personnalité, mais si je vous dis par exemple parlez-moi de vous, le recruteur va poser cette question pour déterminer si votre profil peut correspondre au poste à pourvoir. Si il vous pose des questions comme qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Des questions sur vos qualités et vos défauts. Vous allez dire, je suis sûre qu'en 2023, il n'y a normalement plus personne qui pose cette question-là. Mais supposons que vous, ça vous stresse d'y répondre. Dites-vous que cette question, elle est posée si jamais, par malheur, ça vous arrive un jour, par hasard étrange. Cette question, elle est posée juste pour savoir si vous avez préparé l'entretien et si vous savez rebondir et si vous avez une bonne connaissance de l'image que vous avez et de ce que vos collègues savent de vous et votre N+1 aussi. Par exemple, si on vous pose la question, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous amène ici, aujourd'hui? Vous voyez, on veut savoir, en fait, si votre motivation, elle correspond suffisamment au poste pour que vous restiez longtemps après. On veut savoir si ça vient de loin ou si vous êtes là un petit peu par hasard. Donc, j'ai une foule de questions comme ça que, d'ailleurs, je peux vous transmettre, qui sont des questions qui sont, qui se rassemblent toutes sur des grandes catégories. Donc, des questions sur votre personnalité, des questions sur votre motivation, des questions sur votre expérience, des questions sur vos compétences, des questions sur votre curiosité même. Est-ce que vous êtes quelqu'un de curieux? Des questions qui permettent de déterminer si vous êtes une personne qui va facilement s'intégrer dans une équipe et que l'on peut manager facilement et qui sera agréable avec qui échanger au quotidien. Des questions sur votre avenir et vos ambitions, des questions qui sont finalement, qui se rangent toujours dans des grandes catégories. Et juste un dernier conseil par rapport aux entretiens, quoi qu'il arrive,
moi, mon conseil, il ne faut pas essayer d'impressionner le recruteur ou d'essayer de jouer un rôle, quoi. Parce que déjà, ça va vous mettre mal à l'aise. Et en plus, comment dire, ça se travaille de bien communiquer avec les gens, c'est vrai, mais ne jouez pas un rôle parce que finalement, vous-même, ça va vous mettre mal à l'aise. Donc, le mieux, c'est d'être honnête et de bien se préparer et de bien réfléchir à chaque question. Pourquoi est-ce que le recruteur me pose cette question-là? Il y a toujours une raison derrière. C'est jamais par hasard. Et enfin, et après, je vous laisse poser vos questions. Une dernière chose pour reboucler avec la stratégie pour un job épanouissant. Il y a des questions à poser en entretien qui sont très importantes pour valider le fait que le job va être épanouissant ou pas, ou en tout cas pour avoir des indicateurs que ça peut être ce qu'il vous faut comme job plutôt qu'un autre. À savoir, quelle est l'évolution qui est prévue dans le poste? Quels sont les enjeux du poste? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors là, une question qu'on ne pose jamais, mais que j'aimerais bien entendre moi, c'est est-ce que le N+1, ou en tout cas si c'est le N+1 qui est en face de vous, soit vous lui demandez directement, soit c'est un recruteur et vous lui demandez, est-ce que la personne qui recrute, enfin mon futur boss, est-ce qu'il a eu des déceptions et des satisfactions au sein de son équipe ou par le passé? Je veux dire par là, est-ce que en fait la personne qui recrute, elle a déjà des elle a vu des échecs en fait dans les candidats et elle aimerait bien rencontrer un candidat qui n'est pas qui pour ne pas recommencer, voilà, si je vais y arriver, on va pas rencontrer les mêmes écueils avec vous. C'est ça sa préoccupation. Donc demandez-lui, comme ça il verra que vous vous préoccupez aussi de ses besoins à lui, et c'est très important. Et vous, ça vous permettra de valider que c'est pour vous aussi que ce poste est fait pour vous. Posez des questions sur l'équipe. Si c'est un DRH qui vous fait l'entretien, demandez-lui pourquoi avez-vous rejoint cette entreprise. Peut-être que ça va un peu l'étonner, mais posez-lui cette question. Il a sans doute une bonne réponse à vous apporter. Et c'est suffisamment original comme question pour que ça puisse l'interpeller, qu'il se souvienne de vous de toute façon. Si c'est un recruteur, un cabinet de recrutement, demandez au recruteur s'il a d'autres entreprises du même secteur. Et si oui, quel est le point différenciant entre cette entreprise-là et les autres, en fait? Parce que lui aussi, il a sans doute la réponse de qu'est-ce qui fait que dans cette entreprise-là, il y a une meilleure ceci ou cela, ou il y a un point différenciant qui peut vous intéresser. Demandez bien quel est le contexte du recrutement. C'est-à-dire vraiment, est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est un départ de quelqu'un? Est-ce que, je ne sais pas, vous aurez toujours, peut-être qu'on ne va pas vous répondre concrètement sur le fond de pourquoi il y a un recrutement, mais en tout cas, poser la question, ça vous permettra sans doute d'avoir comment dire ça, des réponses en tout cas. Bien sûr, adaptez vos questions à l'interlocuteur, évidemment. Ne posez pas toutes ces questions-là à tout le monde. Et adaptez quand même tout ça, bien sûr, à la personne. Et si, en fait, comment dire ça? Si vous cherchez donc à avoir un job épanouissant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de demander au manager s'il est en face de vous, quel serait votre N-1 idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous voulez, c'est important pour vous que vous sachiez quelles sont les attentes de votre futur boss pour savoir si vous, par rapport à ce que vous avez à proposer, si ce que vous proposez, ça va être, comment dire, quelque chose qui va vous épanouir vous, ça va être quelque chose qui va répondre aux besoins du recruteur ou du N+1, et du coup, ça va vous permettre d'être sûr qu'il y a un bon match entre les deux. Et ce bon match-là fait que souvent, ça permet d'être épanoui en fait. Donc voilà, en fait, donc j'étais assez longue et assez bavarde, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Alors, il y a... Attendez, je vais me mettre là. Alors, attendez, je fais une petite manip. Il y a Sylvia Di Pasquale qui me demande, auriez-vous des conseils que le candidat peut poser au recruteur pour savoir si l'entreprise va lui permettre de s'épanouir dans cette boîte? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Sylvia, c'est quel est le plan de formation? Quelle est l'évolution possible? Quels sont comment est-ce que je peux me projeter dans cette entreprise-là de manière durable? Donc, est-ce qu'il y a un plan de carrière qui est prévu? Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer verticalement ou même en changeant de poste au sein de l'entreprise? Donc, poser ce genre de questions, ça peut vous aider à savoir si vous serez épanoui dedans. Si dès le départ, vous avez bien identifié quels étaient vos besoins,
n'hésitez pas à formuler les questions, c'est-à-dire à poser des questions, ne serait-ce que sur les horaires, sur la manière dont le reste de l'équipe, quel est l'état d'esprit du reste de l'équipe, pour voir si ce serait pour vous facile de vous y intégrer et si ce serait comment dire ça, un endroit où vous pourriez être épanoui et où tout ce qu'on a à vous proposer correspond à vos attentes, en fait. Donc, c'est un peu du cas par cas, en fait. C'est-à-dire que ça dépend vraiment en amont ce que vous avez déterminé comme étant un projet, comment dire, épanouissant pour vous, en fait. Il y a quelqu'un qui me demande s'il y aura un replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, alors, on nous vend parfois un poste dans une entreprise et la réalité est tout autre à l'arrivée, mission, équipe, ambiance, et c'est compliqué à décider en entretien. Oui, alors ça c'est vrai. Malheureusement, il y a toujours des espèces de, comment dire ça, de malhonnêteté, en fait, tout simplement, oui, de la malhonnêteté entre ce qu'on vous vend et la réalité. Alors, tout ce que vous pouvez faire, en fait, c'est déjà en amont, dans l'entretien, de poser les questions précisément, sans avoir l'air trop crispé non plus, mais en ayant l'air de poser des questions pour vous intéresser de manière, poser des questions ouvertes pour pas que ce soit trop, comment dire ça, comme si vous étiez crispé d'avance, en fait. Restez l'air ouvert et détendu quand vous posez ces questions, mais posez vraiment des questions vraiment sur la définition du poste, des missions, des enjeux, comme je vous disais tout à l'heure. Et effectivement, parfois, malheureusement, le poste ne correspond pas à vos attentes. Alors du coup, oui, la période d'essai, ça sert à ça. Ça permet aussi de voir si en face, ça correspond à vos attentes. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit hack aussi. Si jamais, comment dire ça, imaginons, vous avez fini une période d'essai et vous n'avez pas terminé votre période d'essai, vous pouvez dire, c'est toujours une question difficile à répondre en fait, n'hésitez pas à dire aux recruteurs en fait, et souvent il faut que ce soit vrai, c'est mieux que ce soit vrai, c'est que en fait que justement le poste ne correspondait pas à vos attentes et ce qu'on vous avait proposé ne correspond pas à ce qui a été, la réalité du poste ne correspondait pas à ce qu'on nous avait proposé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il y a Cécile Bannon qui dit qu'il y a des entreprises qui effectivement qui affichent leur préoccupation pour le bien-être et que c'est vrai que, alors, moi j'aurais tendance à penser que je préfère une entreprise. Alors, on ne sait jamais trop en fait si les entreprises elles sont là pour faire de la communication ou si c'est vraiment réel, quoi. Après, j'ai envie de dire, je préfère dans le doute, je préfère comme une entreprise qui affiche une préoccupation pour le bien-être de ses collaborateurs qu'une entreprise qui ne l'affiche pas. Après, encore une fois, essayez de vous renseigner auprès des collaborateurs eux-mêmes. N'hésitez pas peut-être à aller contacter des gens de l'entreprise, peut-être pas dans l'équipe directe, mais peut-être dans d'autres services, pour voir ce qui se passe dans cette entreprise-là. Allez faire une petite enquête sur l'entreprise. Je veux dire, quand je dis ça, c'est de manière légère, on est d'accord. Donc voilà, quoi. Donc, alors qu'il y a Sylvia qui me dit, prenez mon autre question. Vous avez déjà répondu à celle-ci. Alors, quelle est la question que vous voulez à laquelle je réponde? En attendant, il y a quelqu'un qui me dit quel conseil. Alors, Émilie me dit quel conseil pour bien gérer les relances après l'envoi du CV, la lettre de motivation avant l'entretien. Alors, en fait, les conseils pour bien gérer les relances, c'est que oui, faites un tableau de suivi qui vous permet de savoir quand vous devez relancer, parce que si vous postulez beaucoup, il y a un moment où vous serez peut-être un petit peu perdu. Vous pouvez faire un tableau de suivi avec un tableau Excel. Vous pouvez aussi en faire un sur Notion comme Notion en français. Donc, vous pouvez aller sur Notion et faire un tableau de suivi qui vous permet de suivre vos candidatures et qui vous permet de savoir quand relancer les recruteurs, parce que nous, les recruteurs, parfois, on se fait ghoster et on n'a pas de réponse des candidats. Mais je sais que pour vous aussi, c'est difficile à vivre dans le sens où vous pouvez envoyer une candidature, il n'y a pas de réponse, il y a un entretien et puis après, il n'y a plus de réponse et vous ne savez pas comment faire. Dans tous les cas, on ne vous reprochera jamais de relancer. Vraiment, ne vous sentez pas, ne vous dites pas je vais être lourd, je vais relancer. Il y a 100%, dans 100% des cas, nous, on est content d'avoir déjà remercié après l'entretien, remercier et réexpliquer que ça vous intéresse toujours, parce que autant vous demandez qu'est-ce qu'on a pensé de vous, mais nous, on veut savoir aussi est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé, est-ce que ça correspond à votre besoin. Donc déjà, non seulement il faut remercier et dire qu'on est toujours aligné avec le poste, mais il faut aussi relancer
Parce que parfois, il suffit qu'il y ait une personne absente dans l'équipe, qu'il y ait un petit changement de stratégie à ce moment-là et qu'il y ait quelques remaniements en interne à ce moment-là, enfin que sais-je, vraiment, il faut vraiment n'hésitez pas à relancer, vous ne serez jamais lourd, vous serez peut-être un message parmi 200 dans la boîte mail du recruteur, donc ça ne sera jamais trop lourd, vous voyez. Et on ne vous reprochera jamais d'être motivé et de relancer, quoi. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a Camille qui me dit, j'ai une question. Vous avez dit que lorsqu'on postule, mais qu'on n'a jamais de retour. Alors, on n'a jamais de retour, même pour un entretien après des 1000 candidatures en 1 an et demi. Pourtant, j'ai changé plusieurs fois de stratégie, mais aucune ne fonctionne. Je sais pas, Camille. Je sais pas. Envoyez-moi un message. On peut en parler ensemble si vous voulez. Je sais pas qu'est-ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'il y a simplement un maillon dans la chaîne de tout ce qu'on a dit qui est pas exactement au rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'en 1 an et demi, ne pas avoir pas du tout que ça fonctionne pas en 1 an et demi, c'est quand même très long, 1 an et demi, et je comprends que ça vous inquiète. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, il y a Sylvia qui me dit, peut-on poser la question au recruteur, selon vous, c'est quoi un job épanouissant pour savoir si l'entreprise peut nous correspondre? Oui, alors moi, je ne la poserai pas comme ça, parce que si on dit ça, peut-être que le recruteur, il va se dire que ce n'est pas lui de répondre à ça, quoi, en fait. Ça, quoi. Il va se dire, mais moi, ce n'est pas moi de répondre, c'est quoi un job épanouissant, parce que le job épanouissant, il dépend de chaque personne. Donc, la question serait plutôt de poser par rapport à mes critères qui sont ceci ou cela. Moi, voilà mes attentes, voilà mes aspirations, voilà la valeur que je peux apporter à une entreprise et voilà mes souhaits par rapport à ce que j'estime être un poste épanouissant. Et là, vous pouvez le poser comme ça, mais lui demander à lui comme ça, c'est quoi un job épanouissant? Je trouve que ça serait un peu bizarre parce que moi, si on me posait la question en tant que recruteuse, là, pour le coup, je prends la casquette recruteuse, je serais un peu, je dirais, bon, ma définition à moi, elle ne concerne que moi, en fait, tout simplement. Alors l'observation, il y a Christophe qui me dit que même si on relance par rapport à nos candidatures, l'entreprise recruteuse ne joue pas le jeu d'avoir un vrai retour de la non-sélection. Oui, ça c'est vrai que c'est un problème, mais il y a plusieurs raisons à ça. Alors, il y a c'est un vaste sujet de pourquoi on n'a pas de réponse et pourquoi on n'a pas de réponse et on ne sait jamais pourquoi. Alors, comment dire? Disons que les recruteurs, il y a différentes situations. Il y a des recruteurs qui sont dans des situations, et alors vous allez me dire, vous allez hurler quand je vais vous dire ça, mais des recruteurs qui n'ont pas en situation d'avoir le temps de vous répondre, parce que, alors vous allez me dire, je défends les recruteurs, mais je vous explique juste la réalité du travail comme qu'il y a derrière. Vous, c'est vrai que vous avez pris le temps de postuler, ça vous a pris un morceau de votre vie de faire ça, de l'énergie, et je comprends très bien que vous disiez, mais moi j'ai pris le temps de m'intéresser à eux, de poste, et j'ai postulé, j'ai pris 1 heure de ma vie pour faire ça, et il ne peut pas prendre 5 minutes pour me répondre, pour me dire pourquoi je n'ai pas de retour, de réponse, pourquoi je n'ai pas été pris, et vous considérez ça comme un manque de respect. Oui, dans l'absolu, c'est un manque de respect, mais les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, ça peut être simplement que le recruteur n'a pas eu le temps, le recruteur dans son entreprise, malheureusement, on l'incite plus à faire de l'acquisition, entre guillemets, de candidats qualifiés, je dirais, au détriment de la fidélisation et de la marque employeur. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de se préoccuper du fait de l'image que ça donne, de ne pas avoir de réponse auprès des candidats, et ben on va plutôt dire au recruteur, nous, ce qui compte pour nous, c'est que tu nous trouves le bon candidat. Donc, face à cet arbitrage-là, le recruteur, il est un peu coincé, et donc, il va prioriser le fait de recruter de nouveaux candidats plutôt que de fidéliser ou de donner une bonne image à la personne qui a postulé. Par ailleurs, la difficulté, c'est que parfois, quand on donne des réponses, quand on est, comment dire ça, il y a des gens qui le font très très bien et qui donnent des réponses très précises et argumentées sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été pris, ça c'est très bien. Et j'en connais qui le font et je sais que les candidats adorent ça, à juste titre, parce que c'est toujours utile. Si jamais, ça ne dépend pas de vous qu'on vous fasse une réponse ou pas, malheureusement. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, qui dépend de vous, en revanche, c'est de demander au recruteur, si vous avez son contact, demandez-lui, est-ce que vous pourriez me faire un retour pour me donner des informations sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas été recrutée. Et là, c'est très important, ce que je vais vous dire comme nuance, c'est très important, c'est vraiment de préciser, quand vous envoyez ce message-là, vraiment préciser que ce n'est pas pour le faire changer d'avis. Je précise ça parce que souvent, si vous arrivez à un recruteur, vous lui dites « Pourquoi je n'ai pas été recruté ?» ça peut être qu'il soit obligé de passer presque autant de temps dans l'entretien que d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas été recruté.
Alors, quand je le dis comme ça peut sembler un peu brutal, mais la réalité, c'est que si vous lui dites d'entrée de jeu, ce n'est pas pour vous faire changer d'avis, mais c'est simplement pour moi, pour progresser, pour évoluer comment dire ça, évoluer dans ma recherche d'emploi et m'améliorer pour la prochaine fois, vous avez une chance qu'ils vous répondent. Maintenant, si jamais vous n'avez pas la réponse, bah, c'est dommage parce que vous ne saurez pas pourquoi, mais au moins vous aurez posé la question, vous avez une chance d'avoir la réponse. Et enfin, surtout, je vous invite vraiment à, alors c'est très difficile ce que je vais vous dire à faire, mais c'est vraiment une disposition mentale. Quand vous n'avez pas de réponse, quand vous avez des non, ne tirez pas des conclusions générales de ça. Je veux dire par là. C'est pas parce que c'est dur de ce que je vais dire, mais c'est parce que vous avez 100 non ou 100 refus ou 100 silence que ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Votre valeur professionnelle n'a rien à voir avec votre valeur professionnelle plutôt. Le succès que vous avez dans vos candidatures plutôt, dans vos candidatures n'a rien à voir avec votre valeur personnelle ou professionnelle. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais que c'est dur et que c'est un petit peu théorique quand je le dis parce qu'au final, se prendre des portes dans la figure ou des noms, bah, ça fait mal à tout le monde. Mais dans ce cas-là, si vous avez vraiment une succession de non ou de refus, soit interrogez-vous sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ma candidature que j'ignore parce que je n'ai pas fait attention ou je ne savais pas, ou est-ce que je postule au bon endroit, et aussi est-ce que comment dire ça, est-ce que finalement est-ce que ça n'a pas forcément de rapport avec vous-même. Donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que n'en tirez pas de conclusion parce que malheureusement il n'y a pas d'autre conclusion à faire que bon, bah, cette entreprise-là, mon profil ne correspondait pas à cette entreprise-là, quoi. Donc voilà, est-ce que alors quelqu'un m'a dit, Christophe me dit, j'ai déjà fait, des fois ça botte en touche ou sont surpris de la démarche, même avec une approche ouverte pour progresser. Oui, comme je disais Christophe, en fait, Gonzalez, c'est ça, c'est que oui, bah, en fait, il faut essayer quand même. Il faut essayer quand même, même si effectivement, on ne nous répond pas toujours, mais il faut essayer. Parce que si vous ne demandez pas, par contre, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais la réponse. Donc, dans le doute. Et puis, par ailleurs, ça peut être sympa pour autre chose, c'est que montrer qu'on est dans une démarche de progression et d'amélioration, ça peut être bien parce que qui sait si le recruteur n'a pas un autre, si vous voulez, un autre poste en fait qui pourrait vous correspondre et ça va lui donner une bonne image de vous, qui va voir que vous êtes dans la construction, vous êtes positif et que vous cherchez quand même à vous améliorer, à travailler en collaboration déjà. Vous avez une attitude professionnelle tout simplement. Donc voilà, je pense que ça peut vous aider aussi à vous dire, bon, je vais répondre pardon, calmement, sans émotion, en demandant juste un feedback. Qu'est-ce que... alors, il y a Rémi qui me demande, est-il pertinent de demander des informations sur les membres de l'équipe? En fait, bon, ça dépend comment on les demande, mais après, il n'y a pas de... Oui, c'est pertinent, je trouve. C'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez les intégrer dans une équipe. Le fait que vous posiez la question, la personne en face va se dire, bon, elle ne travaille pas toute seule dans son coin, cette personne-là, ce candidat sait qu'il va tenir compte de ses collègues, il s'intéresse pour voir quelle est la structure de l'équipe, quels sont les rapports hiérarchiques, quelle est la distribution des rôles de chacun. Donc oui, poser cette question-là, c'est tout à fait pertinent. Et puis ça permet de traiter d'un sujet qui va grandement impacter votre épanouissement après au travail, en fait. C'est qui sont les autres personnes, quels sont leurs rôles, et vous, comment est-ce que vous intégrez dans tout ça, vous insérez dans tout ça, quoi. Et oui, merci Perrine. Merci beaucoup. Si ça peut être utile, ce que je dis peut être utile, tant mieux. En fait, effectivement, ça c'est le but. Alors, quelqu'un me dit, ouais, il faut expliquer aux recruteurs le lien entre l'expérience candidat et la marque employeur. Beaucoup de recruteurs ne savent pas. Je ne sais pas si beaucoup de recruteurs ne savent pas, mais en tout cas, moi, je sais que c'est un impact énorme parce que moi, quand je parle avec des candidats, ils sont tous un peu, il y en a beaucoup qui sont un peu traumatisés des entretiens ou des silences ou du silence des recruteurs ou des refus sans raison ou des entretiens qui se passent mal. Alors, c'est pas pour dire que les recruteurs font mal leur travail toujours, bien sûr, parce que parfois, vous, en tant que candidat, parfois, le recruteur peut avoir le sentiment que vous aussi, vous ne faites pas votre boulot, entre guillemets, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'apportez pas toutes les informations utiles et pertinentes au bon moment et on a l'impression de galérer pour décrypter, en fait, pourquoi vous êtes là et pourquoi il faudrait vous recruter, vous, plutôt qu'un autre. Donc, vous voyez, c'est un petit peu donnant-donnant. Et moi, je ne veux pas faire de généralité. Il y a des recruteurs qui font de l'excellent boulot,
qui sont hyper motivés, qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire qui prennent vraiment du temps, prennent vraiment du temps pour faire comment on appelle ça? Des retours. Il y en a qui sont très bienveillants, et il y a de toutes sortes de choses et toutes sortes de personnes, mais encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment de ne pas tirer de conclusions sur votre valeur personnelle. Et c'est pas parce que je vous répète la même chose, c'est pas parce que vous avez 100 noms ou 100 silences que le 101e, ça va pas être le bon. Et si vraiment il y a que des silences, vraiment interrogez-vous sur votre stratégie. Où est-ce que le bas blesse? Parce que le but ultime de tout ça, c'est que si vous n'avez pas la bonne méthode, le problème, c'est qu'à force d'avoir des noms, on finit par douter de sa valeur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez en entretien, et derrière, même si le job, c'est le job de votre vie, le job de rêve, bah, en fait, si vous êtes mauvais en entretien parce que vous n'avez pas confiance en vous, bah, du coup, ça ne va pas se passer, vous n'aurez toujours pas l'entretien. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est une sorte de cercle vicieux comme ça, où on peut, à force d'échouer, même pour des mauvaises raisons, on finit par être déstabilisé, en fait. Et du coup, ça crée qu'on n'a plus le poste, en fait. Alors, il y a quelqu'un, il y a Gère qui me dit quand la cause du refus, c'est qu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle, on est jeune diplômé, dans ce cas, comment puis-je faire pour décrocher un poste? Pourtant, j'ai effectué des stages et des projets académiques qui collent avec ce qu'ils recherchent, c'est devenu frustrant. Oui, alors ça, c'est le problème des jeunes diplômés ou des personnes qui cherchent un stage aussi, c'est que vous allez toujours tomber sur des situations où, malheureusement, on va vous dire, comment dire ça, c'est toujours le débat, quand on est soit trop vieux, on nous dit soit qu'on est trop vieux, soit qu'on est trop jeune et qu'on n'a pas d'expérience. Donc, vous voyez, on est toujours le trop jeune ou le trop vieux de quelqu'un de toute façon. Et là, en fait, pour répondre à Agère, soit en fait, il y a deux possibilités si on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience. Soit c'est parce que la fiche de poste, elle correspond à un candidat qui n'existe pas. Je m'explique, il y a parfois des fiches de poste qui sont soit mal faites, soit que la personne en face ne s'est pas rendu compte que le mouton à 6 pattes n'existait pas. Donc, va créer une annonce avec un profil de candidat qui n'existe pas. Donc, ça, en fait, c'est un fantasme que certains ont sur des candidats, par exemple, jeunes diplômés qui ont déjà de l'expérience, et ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Donc, pour le coup, ça risque pas d'être vous si vous êtes jeune diplômé. Et si on vous dit, si vous avez toute l'expérience requise, que vous avez les bonnes compétences, etc., et que, en fait, vous vous rendez compte qu'on vous dit toujours non, alors que vraiment toutes les cases sont cochées, en tout cas, il faut en être sûr de ça déjà au départ, peut-être que ce qui fait défaut, c'est peut-être qu'en entretien, par exemple, ou dans votre manière de prospecter ou de vous adresser aux recruteurs, il y a un problème. Parce que peut-être que les gens disent ça, bon, malheureusement, c'est une fausse raison, on va dire. C'est pas la bonne raison. Peut-être que la raison, en fait, c'est que dans la manière dont vous êtes présenté en entretien, ou peut-être même dans votre lettre de motivation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas optimal. Ou bien, autre possibilité, c'est que vraiment, il faut juste façon de parler, on est d'accord, je n'ai pas dit que c'était facile, il faut postuler encore et encore pour faire entrer dans votre entonnoir envoyer plus postuler, voilà, pour que, en fait, vous ayez des chances statistiquement de tomber décrocher un entretien, bien que vous n'ayez pas forcément énormément d'expérience. Il y a Patrice qui me dit, est-ce que vous conseillez de mettre en avant des problèmes de santé qui n'apparaissent pas dans le CV et qui expliquent pourquoi vous avez eu un parcours professionnel un peu, peut-être pas continu? En fait, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement, vous avez eu des longs moments d'absence, par exemple, parce que vous aviez traité, comment dire, une maladie ou quelque chose qui vous a bloqué dans votre parcours professionnel, disons que si le recruteur va se poser la question, parce que sur votre CV, par exemple, il apparaît que vous avez quelques mois, années de vide, peut-être que si vous pouvez répondre à la question et qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait disposé à rejoindre ce poste-là, oui, vous pouvez l'expliquer sans s'apesantir, mais ça peut lever le frein éventuellement. Ou bien peut-être que si vous voulez ne pas vous casser la tête, peut-être que ce que vous pouvez faire, soit vous l'expliquer de manière très succincte pour expliquer, voilà. Mais après, en même temps, il y a plein de gens qui n'ont, par exemple, pas eu un parcours professionnel continu pour des raisons autres que la maladie, par exemple, et qui ne l'expliquent pas plus que ça. C'est-à-dire qu'après, ça peut être à vous de le dire en entretien si vous le voulez, si on vous pose la question. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, d'entrée de jeu, le dire tout de suite, parce que vous voyez, ça permet
je veux dire, peut-être que vous pensez que ça va être vu par le recruteur, mais peut-être qu'en fait, lui, il ne va même pas faire attention à ça parce qu'à côté de ça, peut-être que vous-même, vous aurez tellement vous avez tellement bien argumenté sur tout ce que vous allez apporter aujourd'hui dans votre prochain poste auprès du recruteur que lui, il ne va même pas voir ça, quoi, vous voyez. Donc, ne vous mettez pas des barrières dans la tête tout seul, en fait, parce que si ça se trouve, là, le recruteur n'a même pas vu vous voyez, ce détail-là, en fait, qui pour vous a compté dans votre vie, mais qui pour lui n'est finalement qu'un, entre guillemets, un détail, si je peux dire, dans votre parcours. Moi, je dirais que si je peux résumer ça, vous voyez, un CV, on dit que c'est un curriculum vitae, donc c'est un chemin de vie. En fait, moi, je dirais que ça serait bien que le CV soit orienté plus vers le job qu'on va avoir après, parce que ce qu'on a fait par le passé, c'est bien. Ça dit ce qu'on a déjà fait, mais ça dit peut-être pas tout le potentiel qu'on aura ensuite. Du coup, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'expliquer tout ce qui s'est passé dans votre vie avant. Vous pouvez surtout expliquer tout ce que vous voulez proposer aux recruteurs et à l'entreprise demain, quoi. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, si vous avez d'autres questions, des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail, tout simplement, qui s'affiche là. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, en gros, pour les profils juniors, c'est le fait de la providence. Les recruteurs oublient que 5 à 8 ans d'études, c'est aussi de l'expérience professionnelle, même lors de périodes courtes appelées stages. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'hélas, oui, bien sûr que les stages sont de l'expérience professionnelle. Bien sûr que les projets académiques dans les écoles sont des projets professionnels aussi, sont des expériences professionnelles. Après, moi, je dirais que j'ai observé ça pour avoir accompagné un certain nombre d'étudiants dans un certain nombre d'écoles, qu'en réalité, en fait, quand on dit un étudiant qui n'a pas assez d'expérience, c'est un peu un argument un peu facile et qui est un petit peu malheureusement, entre guillemets, parfois un peu malhonnête. Je m'explique. C'est qu'on sait très bien que vous n'avez pas d'expérience parce que vous êtes des étudiants. Donc, si on vous dit ça, c'est surtout, je pense qu'il y a d'autres facteurs dans votre candidature qui ne correspondent pas aux attentes du recruteur. Mais vraiment. Parce que c'est évident que si vous êtes que vous cherchez un stage et que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas l'expérience requise. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, c'est ça la difficulté quand on est candidat, c'est qu'à la fois, on demande des retours, on lit les retours que nous font les recruteurs, mais en même temps, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Alors, vous allez me dire, du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que parfois, c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Soit le recruteur imagine que ça existe, un étudiant qui a plein d'expérience et ça n'existe pas, on est d'accord, et il ne va jamais en avoir si on ne lui donne pas sa chance, vraiment. Ou deuxièmement, peu importe qu'il ait ou pas d'expérience, dans le reste de sa candidature, il y avait des choses qui faisaient défaut. Et du coup, malheureusement, en fait, on n'a pas pu, la candidature n'a pas été convaincante. Donc cet argument de, voilà, vous n'avez pas assez d'expérience, bon, je sais que c'est énervant, alors il faut essayer de ne pas s'énerver quand on vous dit ça, parce que je comprends que vous ayez vraiment les nerfs quand on vous dit ça, parce que c'est une évidence. Après, je vais vous dire franchement, quand on prend connaissance d'un CV, on voit très bien quelle est l'expérience de la personne. Donc, si la personne, alors c'est ça, vraiment un conseil important pour ça, si la personne vous reçoit en entretien, par définition, normalement, elle a lu votre CV. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a très bien vu quel était votre niveau d'expérience. Donc, si après l'entretien, elle vous dit, finalement, je vois que vous n'avez pas assez d'expérience, soit c'est que vous n'avez peut-être pas bien argumenté dans l'entretien pour montrer ce que vous pouviez apporter, soit oui, vous n'avez pas assez d'expérience, mais je veux dire, ça c'est plus rare en fait, parce qu'on sait bien que vous n'avez pas assez d'expérience. Donc vous voyez, c'est toujours une problématique de est-ce que le recruteur a bien compris ce que je pouvais lui apporter et est-ce que j'ai bien argumenté en fait. Donc voilà. Alors il y a Rémi qui me dit, alors il y a Aïssa qui me dit, il y a plein de gens qui me disent plein de choses en même temps. Alors, il y a Aïssa qui me dit, entre hard skills et soft skills, les recruteurs ont tendance au soft, à préférer les soft. Pourquoi? En fait, c'est pas tellement qu'on préfère les soft, en fait. C'est qu'en réalité, l'intérêt d'avoir un candidat qui a des soft skills qui sont bien développés et réellement présentes, c'est qu'on sait qu'il va pouvoir s'adapter, qu'il va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir le projeter soit sur une longue durée, soit qu'il va être capable de s'adapter et on sait surtout que les hard skills, on peut les apprendre, mais les soft skills, c'est plus difficile. Il y a des formations qui existent pour apprendre à mieux communiquer avec les autres, oui, par exemple, et à communiquer avec soi-même d'ailleurs aussi, mais c'est vrai que en un temps court, c'est plus difficile d'acquérir des soft skills. C'est pour ça que les recruteurs vont bien être vigilants sur le fait de est-ce que vous avez des soft skills adéquates et est-ce que
vous êtes, est-ce que vous êtes, comment dire? Est-ce que oui, est-ce que vos compétences comportementales, est-ce que votre façon de vous comporter va permettre de vous intégrer facilement, de travailler en équipe, de communiquer sur vos projets, de communiquer sur vos résultats et va permettre tout simplement de faire avancer en fait l'entreprise en fait dans le bon chemin en fait. Alors il y avait Rémi, j'ai pas répondu, qui a dit comment prouver ses qualités dans son CV. Bah, vos qualités, vous pouvez les prouver, si on peut dire, de différentes façons. Bah, par exemple, dans vos centres d'intérêt. Si vous dites, par exemple, que vous êtes quelqu'un de curieux, si vous avez comme centre d'intérêt des sujets qui montrent que vous êtes curieux et que vous avez des intérêts personnels qui sont soit atypiques, soit assez profonds et nichés sur une thématique donnée, on va se dire que vous êtes curieux. Enfin, essayez de vous dire, OK, on ne me connaît pas, dans mon CV, quelle sorte d'activité j'ai, quel sport je fais, quelle activité je fais, ou enfin tout autre. Qu'est-ce qui m'intéresse qui pourrait montrer cela, en fait, ma qualité. Et pareil, pour comment montrer ses qualités à travers vos résultats aussi. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, dans votre CV, si vous dites, par exemple, que vous êtes orienté résultat ou que vous êtes déterminé, bah ça, en fait, vous pouvez le montrer en expliquant dans chacune de vos expériences que, par exemple, que dans un contexte difficile, vous avez maintenu le cap et que vous avez continué à développer, vous développer dans vos postes et obtenir des résultats. En montrant vos résultats aussi, vous montrez que en montrant ce que vous avez mis en place et les résultats que vous avez obtenus, ça montre que ce que vous dites est tangible, en fait. Si je vous dis, on va dire que vous voulez montrer que vos qualités, vos soft skills, par exemple, que vous êtes bon en communication, bah, montrez que, par exemple, vous avez pris la parole dans des forums, montrez que vous êtes, par exemple, dans un club de sport et que vous avez une activité de coordination du club, si c'est ça. Enfin, quand je dis ça, c'est ça ou autre chose. Hein. Essayez d'illustrer ça dans la vie personnelle aussi, quoi, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit quel argument utiliser lorsqu'on se reconvertit à 50 ans avec un nouveau métier où l'on n'a pas d'expérience. Alors là, c'est vrai que c'est un petit exercice de faire ça, même un gros exercice. Alors, si vous vous reconvertissez, il y a deux manières de faire. Soit, en fait, c'est que vous utilisez les compétences que vous avez déjà pour les mettre à profit dans votre prochain poste, soit vous vous formez. Mais dans les deux cas, c'est vrai que les compétences métiers, je veux dire, il faut soit les apprendre, soit les avoir et les basculer, les transférer dans votre prochain poste. Donc, du coup, l'argument que vous pourriez avoir, c'est de montrer tout ce que vous avez fait jusqu'à présent qui permet d'être utilisé dans votre prochain poste. Soit c'est de faire des formations et de communiquer dessus en montrant que vous êtes vraiment une personne qui a acquis le métier. Donc voilà, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Après, à rajouter à cela, il faut vraiment bien argumenter sur les raisons pour lesquelles vous voulez vous réorienter dans ce secteur-là pour qu'on comprenne bien que votre motivation elle est profonde et qu'on comprenne bien votre parcours et votre histoire, en fait, qu'on comprenne comment aujourd'hui vous vous dirigez vers ça et pourquoi, en fait. Et ça, c'est important. On veut savoir votre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste. Et voilà, quoi. N'hésitez pas à faire ça aussi, ça va appuyer encore votre candidature. Il y a Xouping qui me dit, j'ai une question sur la notion de junior. Alors, est-ce que c'est seulement par rapport aux expériences pro en général ou est-ce que ça peut être spécifiquement par rapport aux expériences pro dans un domaine précis? Par exemple, j'ai plus de 10 ans d'expérience business development marketing, mais actuellement, j'ai plutôt des postes consultants dans des cabinets de design, sur les sujets design. Oui, je comprends la question. C'est la même chose que la reconversion, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un, le junior, le senior de quelqu'un. Vous pouvez très bien être... on va dire que demain, moi, je veux me reconvertir en développeur Java, par exemple, ou Symfony. Évidemment, je serai junior, en fait. Peut-être que moi, je suis senior dans mon métier. Peut-être que je vais être junior parce qu'effectivement, je vais commencer un nouveau métier. Donc, en fait... qu'on soit junior ou senior, c'est pas tellement la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent qui va pouvoir être valorisé
dans vos prochaines activités et comment vous allez utiliser tout ce que vous avez comme outils, bagages et tout dans votre prochain métier. Donc peu importe la terminologie en fait, j'ai envie de dire. Alors il y a Christophe qui me dit: Les recruteurs qui ne répondent pas n'ont pas déjà le savoir-être minimum, donc il faut se questionner si on veut travailler pour une entreprise qui ne respecte pas votre intérêt pour elle». Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, bien sûr. Ça peut être un indicateur aussi que vous n'avez pas forcément envie de travailler là. Après parfois, bon, je vais me dire, parfois, c'est pas parce qu'il y a une personne qui, ne vous a pas répondu que l'entreprise entière, est, comment dire? N'est pas valable. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas faire de généralité. Après, c'est vrai que ça si à la porte d'entrée, déjà, on vous accueille mal, je comprends complètement que ce soit pas, je comprends très bien que ce soit pas très engageant, donc oui, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de travail à faire sur la marque employeur, sur l'expérience candidat et c'est sûr que ça, c'est un gros, comment on appelle ça? C'est une grosse, c'est un gros chantier, quoi, pour certaines entreprises et voilà. Il y a Émilie qui me dit: «Je suis en poste depuis presque 4 ans dans une même société avec plus de 10 ans d'expérience en marcom. OK, freelance salarié associé également, puis resalarié. Comment prouver que l'on est senior avec un grand S, même si on travaille dans une TPE? En effet, si le travail et la responsabilité est forcément plus importante lorsqu'on passe d'une société de 10 à 500, mais comment prouver qu'on est capable d'une TPE, une très grande entreprise, un gros groupe? Je vous en remercie». Bah, j'ai envie de dire, vu ce que vous avez fait, Émilie, moi j'en déduis que vous avez une grosse capacité d'adaptation. Donc, je dirais que déjà, vous pouvez argumenter sur le fait que vous avez une grosse capacité d'adaptation, puisque vous avez passé de freelance, salarié, associé, puis resalarié. Donc ça, c'est indéniable. Et deuxièmement, peut-être que ce que vous devriez faire, c'est lors de l'entretien ou lors de votre lettre de motivation, de lettre de démonstration, je vous invite à bien vous renseigner sur les enjeux de l'entreprise, ce qui va montrer qu'en fait, vous avez une pensée stratégique et que vous êtes tout à fait apte à passer des enjeux d'une TPE à ceux qui sont beaucoup plus macro, on va dire, et tout à fait différents dans une très grande entreprise, un grand groupe. Donc, vous voyez, c'est un travail que vous devez faire, vous, de curiosité et de se renseigner sur l'entreprise, quels sont ses enjeux majeurs, pour montrer que je vous donne un exemple concret. Si vous voulez travailler dans un groupe du CAC 40, montrez que les enjeux des actionnaires ou des investisseurs sont importants, vous voyez. Donc, il faut vraiment avoir cette pensée stratégique de se dire, OK, là, on est beaucoup plus nombreux, notre impact, il est là. Et là, pour le savoir, il faut tout simplement aller sur LinkedIn encore ou même sur Google et vous allez voir quels sont les enjeux, sur quoi ils communiquent en fait. Regardez sur quoi communiquent les entreprises, tout simplement. C'est une mine d'informations, quoi. Allez-y et vous verrez bien ce qui est intéressant pour eux. Et donc, comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça? Merci Sandra, merci beaucoup. Merci, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis encore là, on a largement dépassé le temps, mais si quelqu'un est encore, si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous aviez encore des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, puisque là, je pense qu'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser déjeuner peut-être, tranquillement. Et puis, merci à tous pour votre présence. Alors bon, j'ai dû aborder les sujets parfois un petit peu rapidement et d'une manière un petit peu précipitée parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Alors, du coup, il y a Florian qui m'envoie encore des questions. Maintenant, tout le monde me pose des questions quand je dis que je vais arrêter. Alors, il y a Florian qui me dit comment se démarquer avec une candidature spontanée, car on me renvoie souvent automatiquement. J'arrive plus à lire la suite. Donc, comment se démarquer avec une candidature spontanée? En fait, je finirai avec cette dernière question. Pour se démarquer avec une candidature spontanée, en fait, il faut vraiment, encore une fois, aller bien se renseigner sur l'entreprise pour voir comment vous pouvez adresser des réponses aux enjeux de l'entreprise pour qu'on voit que vous avez postulé là et que vous n'êtes pas là par hasard, en fait, parce que votre valeur professionnelle, elle sera toujours, entre guillemets, la même, quelle que soit l'entreprise, entre guillemets, vous allez postuler. Mais en revanche, quand vous faites une candidature spontanée, c'est très, très important d'expliquer pourquoi vous êtes là et pas ailleurs, en fait. Pourquoi vous avez postulé là? Qu'est-ce qui, dans ce secteur-là, vous intéresse? Quels sont les enjeux que vous pensez pouvoir adresser avec succès? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui vous permet
de dire que vous allez peut-être réussir aussi dans cet autre challenge. Donc, dans une candidature spontanée, il faut vraiment insister sur vos points forts. Voilà. Ce qui fait que vous avez telle compétence, telle durée de poste, tel résultat encore, telle compétence comportementale, et que cette entreprise-là, elle répond complètement à vos attentes en termes de valeurs, en termes d'engagement, en termes de politique, de politique interne, par exemple, que vous avez pu voir, ce dont on parle dans l'actualité, que ça vous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à aller voir dans l'actualité ce que justement les entreprises disent. Comme ça, vous pourrez vraiment rebondir dessus sur l'actualité du moment. Et ça touche vraiment les entreprises, de voir, vous êtes allé voir jusqu'à leur dernière actualité pour voir que vous êtes vraiment connecté avec elles en live, quoi, en réel, et que c'est pas juste, vous n'avez pas postulé par hasard, quoi. Donc, en tout cas, moi, je vous dis merci infiniment d'être là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et sinon, bonne journée à tous les autres. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre recherche d'emploi. Gardez confiance. Sachez que le fait d'apprendre à mieux communiquer avec les recruteurs et même à garder courage avec vous, ça s'apprend. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas que ça ne fonctionnera pas toujours. Ne vous désespérez pas, et surtout, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a des jobs épanouissants qui existent. Il faut être juste en capacité d'aller les décrocher, les trouver, mais ils existent. Il y a d'espoir. Il y a de l'espoir que vous réussissiez un jour. Il y a de l'espoir de trouver des postes ou des entreprises ou des DRH qui sont bienveillants, qui font des belles choses. Donc vraiment, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période sombre et plein d'incertitudes, mais sachez que ça ne sera pas toute votre vie comme ça et que ça peut s'améliorer. Vraiment. Donc, je pense à vous. Bon courage à vous tous et puis à bientôt.